toutes et à tous et bienvenue dans votre journal télévisé. Au sommaire, une avancée majeure dans la réforme foncière au Bénin avec le lancement communal du cadastre national à Parakou. Accident vasculaire cérébral AVC, une urgence médicale silencieuse qui fait des ravages dans le monde entier. On en parle dans ce journal. En Afrique de l'Est, une affaire inquiétante secoue la région. 2 militants des droits humains dénoncent des actes de torture après leur arrestation en Tanzanie, soulignant les défis persistants pour la liberté d'expression. À nouveau, bonjour. Maîtriser le foncier pour mieux planifier le développement, c'est tout l'enjeu de la mise en œuvre du cadastre national au Bénin. Un projet structurant qui a franchi une nouvelle étape ce mardi 3 juin 2025 avec son lancement communal à Parakou. L'objectif est de recenser dans une base de données unique toutes les parcelles du territoire, qu'elles soient bâties ou non. Un outil qui facilitera l'obtention de certificats cadastraux et simplifiera les transactions foncières. Reportage. Dans le cadre des réformes engagées dans le secteur foncier au Bénin, le gouvernement a lancé une initiative majeure, la mise en place d'un cadastre national. Ce projet d'envergure a connu une avancée significative dans la ville de Parakou ce mardi 3 juin 2025 avec le lancement communal. L'objectif principal de ce projet est l'enregistrement systématique de toutes les parcelles bâties ou non dans une base de données foncières nationale. Le gouvernement de notre pays a fait l'option de doter le Bénin d'une base nationale de gestion des données cadastrales. Et cet outil s'appelle EFB, e-Foncier Bénin. Cette volonté du gouvernement se traduit par la mise en œuvre du projet PPMEC, projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national, un projet qui travaille avec l'ANDF et qui est financé par l'ambassade des Pays-Bas. La mise à jour se fait en collaboration avec la mairie de Parakou, notamment avec la direction des affaires domaniales et environnementales, où est positionnée une équipe qui est chargée d'intégrer les informations par rapport à la mise à jour. Par rapport à la couverture intégrale, c'est le consortium BEITCA ONG GRADEC qui va s'en charger. Durant une période de 5 mois, les équipes techniques sillonneront les quartiers et localités de la commune pour mener diverses opérations, notamment la collecte, la mise à jour et l'actualisation des données cadastrales. Le technicien topo passe sur les parcelles et relève les coordonnées des parcelles. Le technicien en intermédiation socio-foncière pose un certain nombre de questions à celui qui détient un droit sur la parcelle en termes de son nom, prénom, et tout ce qui est état civil et quel droit il dispose là-dessus, s'il est propriétaire là-dessus, et il demande de lui présenter l'acte qui prouve le droit qu'il détient sur la parcelle. Une fois les observations intégrées, nous allons maintenant, les données seront transférées dans la base de données cadastrales, cette base-là qui va faire générer un numéro unique, personnel à chaque parcelle et qui va également nous générer ce que nous appelons les certificats d'enregistrement au cadastre. Le représentant du maire, les élus locaux ainsi que plusieurs leaders communautaires présents ont salué l'initiative gouvernementale tout en appelant les populations à collaborer activement avec les équipes sur le terrain. Nous invitons donc toute la population de Parakou à faire en sorte qu'au cours de ces opérations, que cela soit diversifié en sortant massivement, en déclarant toutes les parcelles. Montrez vos domaines, montrez vos terres et vos terres seront sécurisées. Il n'y aura pas de problème de tribunal. On va au commissariat parce que ici, là, j'avais vendu et l'autre encore revendu, double attribution, ça n'aura plus lieu. Les cabinets retenus pour la collecte et l'actualisation des données cadastrales dans la ville de Parakou ont été présentés au public. À la suite de ce lancement communal, des séances de sensibilisation et d'information sont prévues dans les 3 arrondissements de la ville. Objectif, renforcer la compréhension et l'adhésion
des populations à la base. On parle à présent festivités dans cette édition. Entre ferveur religieuse et respect des rites, la fête de l'Aïd al-Adha s'annonce déjà dans les foyers musulmans. Ce vendredi 6 juin, les fidèles commémoreront le sacrifice d'Ibrahim à travers l'immolation du mouton, acte central de cette célébration. Mais quels types d'animaux sont recommandés par l'islam? Le prêcheur Moussa Daouda apporte des clarifications dans un entretien avec Herman Rousseau. En matière de sacrifice des moutons, nous devons utiliser 4 types d'animaux. Le premier type, ce sont les moutons. Le deuxième type, ce sont les cabris. Le troisième type, les bœufs. Et enfin, les chameaux. Les oiseaux ne sont pas dans le lot. Et même les animaux à 4 pattes qui ne se retrouvent pas parmi ceux que je viens de citer ne sont pas concernés. Voilà. Il n'y a pas de défaut au niveau des animaux. Par rapport aux conditions, la première condition importante, c'est l'âge des animaux à utiliser. Le mouton, par exemple, pour être utilisable, doit avoir un minimum de 6 mois. Minimum de 6 mois. Moins que ça, le sacrifice n'est pas validé. Les cabris doivent avoir un minimum de 1 an. Je dis bien un minimum. En dessous de ça, ce n'est pas indiqué. Par contre, les bœufs doivent avoir un minimum de 2 ans et les chameaux un minimum de 5 ans révolus. Lorsque je vais, par exemple, dans un marché à bétail pour approvisionner de l'animal, comment je sais que, par exemple, ce chameau a déjà 5 ans? À travers la dentition, ceux qui sont là et qui vendent peuvent t'orienter. Et même sans voir la dentition, eux, ils le savent. Mais l'élément le plus indiqué, c'est la dentition. Donc à travers ça, parce qu'il y a les animaux, quand les dents de lait vont tomber, 2 vont venir. Quand il y a 4, quand il y a 6, c'est selon ça que l'âge évolue. Donc à partir de 2, ça, il n'y a pas de doute. Pour chaque espèce, à partir de 2, pour le mouton, par exemple, à partir de 2, ça veut dire que ça a 6 mois. Pour le cabri, à partir de 2, ça a 1 an, et ainsi de suite. Il y a des gens qui parlent de défauts physiques au niveau oui, ça, c'est la première condition que je viens de donner, l'âge. La deuxième condition que l'animal doit remplir, c'est l'état de santé. Donc, l'animal ne doit pas avoir une anomalie pathologique. Il doit être en bonne santé. La diarrhée, non. La fièvre afteuse, non. Tout ça, en tout cas, tout ce qui est anomalie, en termes de santé, l'animal ne doit pas présenter ça. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est l'aspect physique de l'animal. L'aspect physique. Je m'explique. Si vous avez un animal tondu, c'est-à-dire un animal qui a perdu la queue ou une partie de la queue au cours de sa croissance, cet animal n'est pas indiqué. Un animal borgne, par exemple, l'animal qui au cours de la croissance a perdu un œil, n'est pas indiqué. Un animal qui au cours de la croissance a perdu une oreille ou une corne n'est pas également indiqué. Cependant, lorsque au cours de la naissance, l'animal vient avec cette anomalie, n'est-ce pas? Oui. Le mouton, l'animal est indiqué pour l'utilisation. Je m'explique. Vous savez qu'il y a des bœufs qui n'ont pas de corne et c'est un mâle. Normalement, les bœufs mâles ont de cornes. Mais lui, il est venu au monde sans corne. C'est utilisable. Mais si c'était pendant la croissance que les cornes sont parties, ce n'est pas utilisable. Donc voilà, du point de vue aspect physique par rapport aux animaux. Et le dernier aspect physique, c'est que l'animal à immoler ne doit pas être cachectique. C'est-à-dire quand tu vois l'animal, c'est tellement maigre, tu n'as même pas envie de manger sa viande lorsque ça vient de l'abattoir. Si tu sais que c'est ça, tu n'as pas envie. Et le dernier cas, c'est animal bancal. Un animal bancal, du point de vue aspect physique, ce n'est pas utilisable parce que tout ça, Dieu est bon et il aime ce qu'il est bon. Donc il faut lui offrir ce qui est bon. Parce qu'en réalité, il n'a pas besoin de la viande là. Non, mais il veut mesurer notre foi. Voilà aussi un aspect de la portée spirituelle que tu as demandé. Dieu n'a pas besoin de la viande là, ni le sang là, mais tu sacrifies quand tu as les moyens, alors tu es récompensé.
Nous parlons santé, il frappe sans prévenir, bouleverse des vies en quelques secondes et reste l'une des principales causes de décès et de handicap dans le monde. L'accident vasculaire cérébral ou AVC est un tueur silencieux. Chaque année, des millions de personnes en sont victimes, souvent faute d'avoir reconnu les signes avant-coureurs. Ischémique ou hémorragique, l'AVC prive le cerveau d'oxygène et appelle une réaction rapide. Le docteur Rafiou Baguidi nous aide à mieux comprendre ce mal redoutable. Il répond aux questions de Fola Yabi et Faith Poisé. L'AVC, c'est un acronyme qui signifie accident vasculaire cérébral. Et quand on dit accident, c'est quelque chose qui survient de façon brutale. Et dans le cas de l'AVC, c'est la vascularisation qui a un problème. C'est l'interruption de la circulation du sang dans une partie du cerveau. Et ça peut survenir de deux manières. Soit le tuyau, qui est le vaisseau, bien sûr, qui amène le sang dans le cerveau, éclate. Donc, ce faisant, le sang ne va plus à destination. Ou bien, il y a un bouchon qui est fait, par exemple, de caillots de sang ou bien de caillots de graisse qui se décollent d'une partie de l'organisme, notamment des mollets souvent, et sera transporté par le courant sanguin et dans les vaisseaux du cerveau vont aller boucher une artère qui, par conséquent, ne va plus conduire le sang où il devrait le conduire. Et dès qu'on a cette interruption de la transmission du sang dans une partie du cerveau, cette partie du cerveau qui n'obtient plus de sang ne pourra plus jouer son rôle. Donc, on sait que le cerveau est divisé en plusieurs parties et chaque partie a un rôle précis. Chaque partie commande un membre précis ou bien une partie du corps précis. Donc, en fonction de la zone où l'interruption est survenue, on peut avoir des troubles de la parole, donc on ne parle plus. On peut avoir une paralysie d'un membre ou bien de toute la moitié du corps. On peut avoir une paralysie même des muscles respiratoires ou bien du cœur lui-même qui va conduire à la mort. Donc, les troubles vont dépendre en tout cas du secteur atteint et de la région qui a été perturbée. Donc, on peut entrer d'emblée dans le coma et ne plus se réveiller aussi jusqu'à la mort. Donc, une rupture d'anévrisme ou bien un obstacle va entraîner une multitude de signes. On peut avoir des troubles visuels, des troubles du langage, des troubles de la sensation, des troubles moteurs. Bref, le cerveau ne jouera plus en tout cas le rôle qu'il devait jouer. Restons sur le continent avec une actualité préoccupante qui soulève des questions sur la liberté d'expression et la sécurité des militants en Afrique de l'Est. En Tanzanie, deux défenseurs des droits humains, le Kenyan Boniface Mwangi et l'Ougandaise Agathe Ature, affirment avoir été arrêtés, détenus et torturés alors qu'ils assistaient au procès de Tundu Lissu, leader de l'opposition accusé de trahison. Lors d'une conférence à Nairobi, ils ont dénoncé les violences sexuelles et humiliations infligées par la police tanzanienne dans un climat régional de répression croissante contre les voix dissidentes. Au Kenya aussi, la liberté d'expression montre des signes de fragilité avec des arrestations qui suscitent l'indignation. Et c'est tout pour cette session de l'information, la réforme foncière, la défense des droits humains en Afrique de l'Est et la préparation de l'Aïd al-Adha restent des sujets essentiels qui rythment notre actualité. Restez connectés pour plus d'informations et de reportages dans nos prochaines éditions. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.